Donc bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette première webconférence de l'année. C'est une webconférence de présentation et d'échange au sujet de l'écloserie numérique qui est à Boitron dans l'Orne, avec Xavier de Masno, son créateur. Donc ça a vraiment pour objectif de présenter cette initiative et puis un petit peu échanger sur la question des tiers-lieux. Voilà, que vous soyez vous-même animateur, animatrice de tiers-lieux ou peut-être porteur de projet en réflexion sur ces questions. Donc, ce programme de webconférence, il est proposé une fois par mois. On a une session chaque vendredi, une fois par mois, et c'est à l'initiative de Cap Rural, qui est le réseau rural Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, c'est en association avec plusieurs réseaux ruraux régionaux en France. Donc, chaque mois, vous avez une initiative qui vient d'un territoire différent. Donc là, le programme du premier semestre, il va être en ligne très prochainement. Donc je vous ai mis dans le chat les liens en fait vers la page webconférence pour vous connecter aux prochaines sessions, voir le programme. Et puis aussi, on va vous mettre le support de présentation et l'enregistrement de cette webconférence en ligne. Donc toutes les webconférences, on peut les réécouter. Donc voilà, je vous ai mis aussi le deuxième lien dans le chat. Donc le chat, n'hésitez pas à l'utiliser aussi pendant la présentation. Hein. C'est vrai que pendant toute la durée de la webconférence, on garde les webcams et les sons coupés pour qu'on ait le maximum de flux, pour que ce soit qu'il n'y ait pas de coupure et que ce soit le plus fluide et avec le meilleur son possible et le moins d'interférences. Mais par contre, si vous avez des questions, vous pouvez les poser en ligne pendant la présentation. Et puis en tout cas, utiliser le chat après la présentation pour les questions-réponses. Ça permet de distribuer aussi la parole pour pas que tout le monde ouvre son micro en même temps. Donc voilà, si vous avez une question, ensuite je pourrai distribuer la parole et puis chacun posera la question à son tour. Donc en fait, ça va être une première demi-heure de présentation. Je vais laisser la parole à Xavier, voilà, jusqu'à 11h30 à peu près. Et puis une deuxième partie sur les questions-réponses. Et puis juste après, je vous demanderai de pas déconnecter tout de suite à midi, puisque on souhaite avoir un petit retour aussi de vos impressions sur la webconférence via le chat. Donc ça peut être juste une petite ligne, mais voilà, nous dire un petit peu ce que vous en avez pensé avant de déconnecter. Donc voilà, je vais laisser la place et la parole à Xavier. Moi aussi, je vais couper mon son et ma webcam, et puis je vous retrouverai après pour les questions-réponses. Donc voilà. Merci en tout cas Xavier pour ta présence et pour cette présentation. Et puis je te laisse. Je t'en prie, Martha, merci. Un petit bonjour collectif. Je vous fais juste un petit passage en revue. Là, je vous montre où je suis dans notre tiers-lieu. Je ne sais pas si c'est très clair pour vous. Donc, je suis dans la partie Fab Lab. Donc, là, vous voyez un peu de matériel, une découpeuse laser, derrière moi des imprimantes 3D. Et puis, de l'autre côté, si on n'a pas trop de contre-jour, vous voyez en face un bâtiment qui est le bâtiment historique, qui est l'ancienne école du village. Donc, nous sommes à Boitron, qui est un village de moins de 350 habitants, dans lequel on a créé l'écloserie numérique il y a 10 ans, en 2009. Ça portait au démarrage un autre nom, c'était Boitron THD, très haut débit, parce qu'un de nos soucis principaux dans la ruralité, et tous les ruraux qui participent à cette conférence le savent, c'est le manque de débit, un manque de très haut débit, même si c'est en voie de résorption dans beaucoup d'endroits progressivement, c'est encore un souci très très important. C'est difficile d'avoir des activités en ligne quand on n'a pas de connexion ou peu de connexion. Donc pourquoi avoir créé cet espace il y a 10 ans? Donc c'est l'écloserie numérique est probablement le premier tiers rural. Créé en 2009. Moi, je m'intéressais au tiers-lieu depuis 2005. J'avais découvert ça. Je suis l'éditeur d'un site qui s'appelle The Village, thevillage.net. Et j'avais donc découvert les tiers-lieux au Canada, aux États-Unis, beaucoup sous la forme coworking. On parlait plutôt de coworking. En France, on parlait plutôt de télécentre. J'avais animé une conférence avec à l'époque le CGET, sous son ancien nom de Datar, pour lancer le programme en 2004
de déploiement de télécentres, 1000 espaces, 1000 places de travail en ruralité. Et l'objet de la DATAR à l'époque, c'était de développer l'implantation de télétravailleurs en milieu rural. Donc ça partait d'un bon sentiment, sauf que ça s'est rapidement heurté sur la faisabilité. Comme la DATAR avait mis 3 millions d'euros sur la table, ça a créé des effets d'aubaine. Et puis, il y a beaucoup de territoires qui se sont lancés sans trop savoir de quoi y retourner. Donc voilà, on était en pleine période de tests, d'émulation, de rêves, d'utopie, mais personne n'avait réellement testé ce que ça pouvait être en milieu rural. Donc nous, on s'est dit, on va lancer un espace. On a une école dans le village qui est inoccupée parce qu'il y a eu un groupement scolaire et donc l'école est vide. C'est un bâtiment années 50. Donc vous voyez sûrement le genre, petit problème de défilement. Ces petits ratés, ça marchait tout à l'heure, évidemment, sinon c'est pas drôle. On va le faire à la main, voilà. Donc on s'est ouvert sous l'appellation de télécentre, parce que c'était le terme consacré dans la ruralité. C'est un petit peu, ça fait rigoler maintenant, parce que c'est quand même un petit peu technocratique. C'était l'appellation de la DATAR, donc en octobre-novembre 2009, on l'a lancé, on a officiellement pendant le début de l'année 2010. Alors, au début, on s'appelait Télécentre et on faisait un peu le travail des espaces publics numériques. On était multiservice, puisqu'on avait du débit grâce à la région Normandie, Basse-Normandie à l'époque. On était connecté en très haut débit pour le coup, on avait entre 50 et 100 mégas. Je vous dis entre 50 et 100 parce qu'officiellement on avait 50 et en réalité l'opérateur n'avait pas bloqué le débit, donc on avait plutôt 100 mégas symétriques, ce qu'on a aujourd'hui communément avec de la fibre optique. Si vous revenez en 2009 dans les territoires ruraux, personne n'avait ça. Donc pour la région, c'était un test. Et pour nous, c'était une aubaine parce qu'on avait du débit. Donc on a pu lancer des tas d'activités différentes au fur et à mesure de nos idées ou des idées qu'apportaient les membres qui fréquentaient l'association. Alors, ces services, ça a été beaucoup de choses. Ça a été, par exemple, je vous disais, on agissait un peu comme un EPN, un espace public numérique. Donc, on a lancé des formations grand public, en particulier public retraité, ce qu'on appelle aujourd'hui la lutte contre l'électronisme. Donc, en gros, on apprend aux gens les bases d'utilisation d'un ordinateur et de la navigation sur Internet. C'est assez classique, sauf que ça n'existait pas à l'époque, ça n'existait pas dans notre territoire. Et donc, on retrouvait notre vocation de salle de classe. On avait régulièrement des cycles de formation sur 8 semaines, 2 ou 4 heures par semaine. Ça permettait quand même d'avoir des gens qui devenaient... C'était une petite révolution locale. Alors, on s'appelle écloserie numérique. Je ne sais pas si on reprendrait ce nom aujourd'hui, mais quand on l'a lancé, on s'est aperçu qu'en fait, d'avoir numérique dans le titre, ça effrayait, enfin effrayait, c'est un gros mot, mais ça éloignait un certain nombre de gens qui se disaient « Ah, c'est numérique, c'est pas pour moi ». Or, on a des activités autour du numérique parce que c'est notre identité, c'est notre marqueur, mais pas que. Je vous en parlerai après. On fait des tas d'animations, des ateliers palettes, des repères café, des choses comme ça. Ça n'a pas grand-chose à voir avec le numérique. Et c'est là qu'on s'est un peu emparé du concept de tiers-lieu. Un tiers-lieu, hein, comme vous le savez probablement, c'est un lieu tiers, comme son nom le dit, entre le monde du travail et le monde personnel. Donc c'est une vocation sociale qui est assez importante, c'est qu'on est connecté à notre environnement et on rend des services. On est ouvert, on a du matériel, on a des compétences, et donc on les met au service de notre collectivité, de notre territoire. Alors nous, notre territoire, c'est un rayon de 20 km, hein, c'est-à-dire
20 km à la campagne, c'est 20 minutes chez nous. C'est la préfecture qui est à 20 minutes, c'est deux villes moyennes du département. Donc on a un bassin de gens qui viennent d'assez loin. La commune, hein, c'est 344 habitants. Ça suffit pas à fournir un flot d'activités et de membres suffisants pour faire des choses intéressantes. Il y a pas d'effet de groupe. Donc on ratisse géographiquement plus large. Et au fur et à mesure du temps, donc on a monté ces formations grand public, des animations robotiques, par exemple, pour des familles. Donc on se fait des journées le samedi avec un pique-nique. Et puis les gamins découvrent des outils, des objets, sont aidés par leurs parents. Tout le monde participe. Donc c'est un moyen d'intégrer les gens dans des activités du tiers-lieu. On a aussi régulièrement le mercredi des ateliers qu'on appelle les bricomatiques. Pour là, c'est un public plus jeune, hein, 7-14 ans à peu près, où ils font un peu de tout, un peu de robotique, un peu d'informatique. Ils apprennent à se servir des machines du Fab Lab. Il y en a qui ont eu un ordinateur en kit à Noël, ils viennent le monter. Il y a un gamin de 8 ans là, qui voulait construire une éolienne. Il avait envie de construire une éolienne, c'était son idée. Donc on l'a aidé à apprendre la technique d'impression 3D, à fabriquer ses pièces pour son éolienne, et il a construit sa petite éolienne à axe vertical. Voilà, c'est un exemple des animations qu'on peut faire. Ensuite, en 2015, on a monté la première formation de codeur. Alors maintenant, c'est un peu plus répandu. Formation de codeur de 6 mois. Donc sans aide hein, à l'époque, parce que la grande école du numérique n'existait pas encore. Formation qu'on a exportée en Ardèche et dans la Meuse, au Cheylard en Ardèche et à côté de Verdun, à Bras-sur-Meuse. On a monté ça avec Simplon, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est une des structures qui a inauguré ce mode de formation. Sauf que Simplon ne connaît pas du tout la ruralité, ne connaît pas les problèmes de la ruralité et leur application à l'époque, parce qu'on a essuyé les plats, leur application ne marchait pas. Donc on a dû se débrouiller et innover avec des petits bouts d'Open Classroom, un animateur qui était là. Et on a, pour cette première formation, on a formé 22, bon, il n'y a pas que des jeunes, hein, ça allait de 18 à 54 ans, des gens qui étaient au chômage plutôt longue durée ou qui voulaient se reconvertir pour les plus jeunes. Erreur d'orientation ou échec, voilà. C'est un peu le public des missions locales et de Pôle emploi mélangé. Donc pour cette formation, on a reçu un soutien titre expérimental un petit soutien de Pôle emploi, un autre de la région Basse-Normandie, ce qui nous a permis de lancer ça. Ensuite, la grande école du numérique est sortie avec son programme, donc on a été labellisé. On a remonté une deuxième formation autour de l'Internet des objets, qui, elle, n'a pas marché du tout, parce qu'on était un peu trop ambitieux. On a eu du mal à recruter, et puis, comme le programme était assez ambitieux, on a perdu progressivement à peu près tous les apprenants en 3 mois. Donc voilà, on a bien analysé les causes de notre échec, mais n'empêche que c'était un échec et que pour l'instant on n'a pas renouvelé l'expérience parce que c'est quand même un investissement assez important. On a aussi monté avec la fondation Orange et deux autres Fab Labs de la région, à Rouen et à ces 16-25 ans. De leur faire prendre conscience de ce que c'est que quels sont ces nouveaux métiers, si vous voulez, qui sont exercés dans des Fab Labs, la fabrication 3D en gros, pour voir s'ils sont vraiment intéressés et pouvoir les orienter vers des formations qualifiantes ensuite plus longues dans d'autres structures, hein. Soit reprendre des formations initiales
dans le cadre d'un IUT ou de l'université, soit des écoles, soit des formations du marché. Voilà. Donc on en est à la deuxième saison. C'est quelque chose qui marche très bien. Et on s'appuie sur 3 missions locales du département et du département d'à côté pour recruter et nous amener des apprenants. Donc, stage 3 jours de découverte et le mois d'après, 3 jours sur le travail d'un projet collectif en utilisant tous les outils qu'ils ont appris à connaître. Alors, on fait aussi des choses moins geeks, des Repair Café qui marchent très très bien. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le principe du Repair Café, c'est vous amenez un objet cassé et vous apprenez à le réparer avec des gens de l'association ou d'autres participants. C'est-à-dire que ce n'est pas une logique de consommateur, c'est une logique pédagogique. C'est vous venez avec votre objet et vous baignez dans une culture du recyclage, de lutte contre l'obsolescence programmée, d'anti-gaspillage. Et vous apprenez à voir qu'il existe souvent des solutions qui évitent de jeter un objet qui a l'air encore en bon état. Plutôt que le jeter et en racheter un, vous essayez de lui donner une deuxième vie. Alors, quelquefois, ça marche, quelquefois, ça ne marche pas, quelquefois, il faut commander une pièce pour pouvoir le réparer. Mais vous savez que vous allez trouver des ressources sur place, une fois par mois, le dernier samedi du mois. Vous avez, c'est open bar, vous pouvez venir avec vos objets. Alors, on a des trucs très, très cocasses, pas du tout techniques, une petite chaise d'enfant en bois, des machines à coudre, des appareils à raclette, des radios, des vieux tourne-disques, peu importe. Voilà. Et on essaie de leur donner une deuxième vie. Voire de les recycler quand c'est pas possible, de récupérer des pièces. Et puis, depuis 2 ans, on a lancé un projet autour de l'agriculture connectée. Comme support pédagogique, on a ce petit robot que vous voyez devant vous, qui est un robot qui va semer, désherber, arroser tout seul. Alors là, c'est un petit modèle, il fait 3 mètres sur 1 mètre, je crois. Nous, on a un modèle d'après qui est un peu plus grand. Premier objectif, il est pédagogique. C'est-à-dire qu'on a dû assembler ce robot qui venait de Californie, en kit. Donc, ça a servi de prétexte pédagogique pour intéresser les gens. Ensuite, on l'installe là au printemps sous une serre qu'on a construit, on a aménagé juste à côté du Fab Lab, et on va mettre en culture. Et donc, ça fait un lien, ça intéresse beaucoup les ruraux. On est dans le fer, dans le bricolage et dans la culture. Et donc là, on a réussi à ouvrir un peu nos activités à des gens qui sont pas du tout dans le secteur du numérique, à des agriculteurs autour de chez nous, tout simplement par curiosité de métier. On est dans des activités qui leur parlent pour le coup. Alors c'est un mélange de technologies, hein, parce qu'il y a beaucoup de technologies différentes à manier, et puis de travail de la terre, de choses très très basiques. Donc l'objectif de ce projet, c'est une fois que la FarmBot, qui est le nom de ce robot, sera terminé, c'est de développer d'autres outils autour. Donc on a récupéré une éolienne pour l'alimenter en électricité, donc il faut qu'on la remonte, qu'on la teste, qu'on l'installe. Éventuellement de monter des panneaux solaires, donc ça nous oblige à travailler sur un autre thème. Une alimentation en eau qui soit recyclée, pour tester à petite échelle ce que ça peut être, pour avoir une culture un peu vertueuse et orientée vers le respect de l'environnement. Alors c'est un petit test, une petite surface, hein. On ne prétend pas transformer quoi que ce soit, mais ça sensibilise les participants. Nous, ça nous permet d'acquérir des technologies qu'on ne connaît pas, en travaillant dessus, en allant chercher, en trouvant des experts, etc. Donc ça dépasse ce cadre pédagogique d'origine. Et derrière, on voudrait monter un méthaniseur, des ruches connectées. Voilà, dès qu'on possède la technique, qu'on a ce projet, il y a plein de gens qui arrivent avec des idées pour compléter, rapporter des briques autour du projet.
Alors nous, on a choisi l'agriculture connectée parce qu'il y a agriculture dedans et que dès qu'on a commencé à en parler, on a intéressé tous les ruraux autour de nous. Et puis c'est pas très répandu, donc il y a l'effet curiosité qui marche. Donc c'est un moyen aussi d'amener des gens et de l'activité. Alors on a d'autres petites activités. Je vous ai cité les principales. Euh, Aujourd'hui, on a une communauté d'une cinquantaine de personnes. On a 10 fois plus de gens qui nous suivent sur une newsletter, sur les réseaux sociaux. On échange volontiers, nous, hein, sur ce qu'on fait, sur la ruralité connectée. On est ouvert tout le temps. Alors, ça c'est en théorie parce qu'en fait, il n'y a pas des flux de trafic énormes, mais c'est pour dire que c'est important dans un tiers-lieu. Un tiers-lieu, c'est un lieu ouvert. Dans la réussite du tiers-lieu, ce qui compte, c'est la communauté. Si vous avez une vision un peu administrative du fonctionnement, avec des horaires d'ouverture un peu rigides, un peu ce qu'on peut voir dans certains tiers-lieux, c'est un peu un tue-l'amour. C'est-à-dire que d'un côté, vous dites que c'est ouvert, et puis les gens, ils arrivent à 16h35 et la porte est fermée. Donc c'est un peu une approche, une philosophie d'ouverture. C'est pour ça qu'on dit qu'on est ouvert 24 heures sur 24 tous les jours. C'est que quand les gens ont besoin, il faut qu'ils puissent venir quand ils ont besoin, en fait. Et ça, c'est pas facile à gérer quand on est petit, qu'on est composé que de bénévoles. Et jusqu'au 1er janvier de cette année, l'animation était à 100% du fait de bénévoles. Sauf éventuellement les formations pour lesquelles on pouvait avoir des experts ou des animateurs professionnels. Depuis le 1er janvier, on a un animateur, FOB manager à mi-temps, et ça change la vie. Et pour animer une communauté, la fidéliser, vous êtes obligé d'avoir, et pouvoir répondre à ces demandes de permanence, vous êtes obligé d'avoir quelqu'un qui est là très très régulièrement. Alors notre budget annuel, il était petit, hein, pendant 7-8 ans, il était de 3 000 euros, tout simplement parce que la mairie nous met le local à disposition gracieusement. Ça durera peut-être pas d'ailleurs, mais et depuis 2017, quand on a décidé d'équiper un peu plus le Fab Lab, on a commencé à chercher de l'argent. Donc l'argent, on n'a pas d'argent public pour notre fonctionnement, pas de subvention. Je vous expliquerai après pourquoi et comment. La commune a fait un investissement de 20 000 euros pour aménager l'école et puis de nouveau 20 000 euros 5 ans après pour aménager le Fab Lab, pour retaper des bâtiments qui existaient. Elle a eu un soutien du département. Donc en gros, le budget d'aménagement 40 000 euros, ce qui est extrêmement important pour une petite commune comme la nôtre, hein, c'est un peu d'argent quand même. Donc ils ont les élus du conseil municipal ont compris l'intérêt, même s'il n'y a aucun geek dedans. Ils ont compris l'intérêt que ça pouvait avoir pour la commune. Donc ça, c'est extrêmement encourageant au début, hein, parce que dès qu'on en a parlé, ça a tout de suite été oui. Ça, c'est quand même important. Ces relations avec notre environnement politique, administratif et de tous les institutionnels autour, on a eu un accueil assez favorable. Ça, je pense que c'est indispensable, hein, en ruralité, parce qu'il y a une espèce de monopole d'interlocuteurs. Si on n'avait pas eu ça, c'est difficile d'entreprendre quelque chose sans leur soutien. On a choisi de ne pas avoir de subventions pour le fonctionnement, parce que les subventions, contrairement aux apparences, c'est très coûteux. Il faut passer beaucoup de temps pour aller les chercher. On n'est jamais sûr. Qui dit subvention dit respect d'une ligne politique du subventionnaire, hein. Il a son cahier des charges et vous devez rentrer dedans, ce qui est parfois un peu compliqué. Il vous impose des choses. Quand on est tout petit, c'est pas facile à tenir forcément. Donc on a trouvé pour nous que c'était très très compliqué d'aller chercher de l'argent public. Même si ensuite la région Basse-Normandie puis la région Normandie ont lancé un plan autour des tiers-lieux, et qu'on peut se faire rétroactivement financer une partie de notre matériel dans le projet tiers-lieu de la région.
ce qui est un bon soutien, parce que l'imprimante laser, la découpeuse laser que je vous ai montré tout à l'heure, c'est 17 000 euros. Et encore, c'est une machine pas très très chère, hein, il y en a des plus. Mais pour nous, c'est 17 000 euros, c'est un an de budget. Donc, avoir quelques aides comme ça, c'est quand même très précieux. Mais a priori, on ne va pas les chercher pour ces raisons de complexité, de temps à passer, etc. Donc, on a choisi des fondations privées. On a 5 fondations privées qui nous ont soutenus jusqu'ici, CTLM, Soprasteria, Fondation Orange, une fondation luxembourgeoise et puis la fondation Oracle. Donc ça nous a permis de réfléchir à sortir de notre réflexion au jour le jour et d'envisager des projets et des investissements. Donc depuis le début, le Fab Lab, ça nous a coûté 25 000 euros en matériel. On a d'autres projets d'investissement. Donc ça, c'est le deuxième point important. Le premier point, c'est la communauté et l'animation de la communauté. Sans ça, un Fab Lab et un tiers-lieu rural ne peut pas vivre. Et puis, deuxièmement, il faut quand même, si vous avez des projets, il faut un minimum d'investissement. Alors, on peut fonctionner sans. Hein. Nous, on a fonctionné 6-7 ans avec 3 000 euros de budget, je vous le disais. Mais à partir du moment où vous avez des choses un peu plus ambitieuses à faire, vous avez des projets un peu plus importants, il faut réfléchir au financement. Voilà ce que je peux vous dire rapidement sur le fonctionnement d'un tiers-lieu rural. Alors les modèles économiques, il y en a beaucoup. Hein. Il y en a qui sont entièrement publics, qui sont financés par une collectivité locale. Il y en a d'autres qui sont des petits collectifs associatifs, de copains à l'origine, d'associations informatiques, d'associations culturelles. Il ne faut pas oublier que les tiers-lieux étaient très vivaces, avant qu'on parle de tiers-lieux, étaient très vivaces dans le monde associatif culturel. Les maisons des jeunes et de la culture, c'était déjà d'une certaine manière des tiers-lieux à l'époque, hein, sauf qu'on n'en trouvait pas en milieu rural. Donc je pense, pour conclure, hein, et avant de répondre à vos questions, les tiers-lieux ruraux sont peut-être plus importants en ruralité parce que, comme vous le savez, on a moins d'activités, on a vu la disparition des cafés qui étaient des espèces de tiers-lieux en général à la campagne. Qu'on a une disparition progressive, on a subi une disparition progressive de tous ces lieux de socialisation, d'échange, et qu'aujourd'hui, donc, les tiers-lieux sont une grande opportunité pour recréer cette vie sociale et communautaire d'entraide, de loisirs éventuellement, d'activités multiples autour d'un espace. On a beaucoup de foncier disponible dans la ruralité, donc ça c'est un atout. On a une forte demande des populations, donc chaque territoire va avoir sa réponse de tiers-lieu adaptée à son histoire, à sa géographie. Nous, on s'entend très bien, par exemple, avec l'association locale de familles rurales. On a fait plein de trucs avec eux, on va en faire encore d'autres. Famille rurale est embarquée dans une grande démarche autour des tiers-lieux. Hein. Ils ont des ambitions très très grandes pour monter des tiers-lieux un peu partout. C'est un sujet qui est largement à la mode. Donc, je pense que c'est une bonne opportunité si on prend quelques précautions pour développer et ne pas tuer ces espaces. La philosophie de ces espaces, c'est quand même elle est assez, si on veut la cataloguer, elle est assez libertaire, anarchiste. C'est-à-dire que ça marche parce que les gens peuvent apporter des choses, bouillonnent, il n'y a pas trop de contraintes. Et c'est pour ça que c'est très difficile dans la culture d'une collectivité locale de développer ce genre d'espace. Parce que il faut arriver à lâcher prise, à confier la gestion à des gens et à avoir l'intelligence d'investir, de donner les moyens, mais de se tenir un petit peu en retrait. On ne peut pas diriger une communauté de ce type-là, c'est pas possible.
Sinon, vous allez avoir des consommateurs, des gens qui vont venir à des prestations, à des formations, puis qui vont repartir, qui vont pas s'investir. Et le secret de la réussite, c'est justement que les gens qui viennent soient aussi des gens qui donnent, qui partagent, qui se chargent, qui prennent sur eux des responsabilités, etc. Voilà ce que je pouvais dire de notre fonctionnement à nous. Hein. Je ne prétends pas du tout que ça soit un modèle unique, pas du tout. Ce qu'il y a, c'est que nous, on a une très bonne connaissance des tiers-lieux. Moi, je suis fondateur d'une association qui s'appelle Tilios, tiers-lieux open source, qu'on a fondée avec nos amis à Saint-Étienne, que vous connaissez peut-être, hein, autour de ces mouvements de coworking et de tiers-lieux déjà, et de, de la, je cherche le mot technique, mais ça va me revenir, de l'éducation populaire, d'éduc-pop. Voilà, et je crois que la bonne démarche, c'est celle on n'a rien inventé, hein, ça existait déjà. Je vous parlais des maisons des jeunes et de la culture, mais l'éducation populaire, c'était déjà un petit peu dans le même esprit. Voilà, je vous remercie et je répondrai très volontiers à vos questions. Merci beaucoup pour cette présentation. N'hésitez pas si vous avez des questions à vous manifester via le chat et puis on va distribuer la parole. Oui, Claire, je vois Claire pose une question. Moi, je suis le fondateur, président de l'association pour l'instant. Pendant quelques années, on a eu un autre président. Je suis revenu puisqu'il n'a plus envie de l'être. Voilà, après, si quelqu'un a envie de l'être, je céderai volontiers ma place. Il n'y a pas de, on a un fonctionnement très très ouvert et très léger, le plus léger possible. Pour porter le projet, on était deux au début pour répondre à Nicolas. On était deux en 2009. Le deuxième était quelqu'un qui habitait à Paris, parce qu'on est à 2 heures de Paris, hein, ici. Donc on a des gens qui, moi-même d'ailleurs, je vais relativement souvent à Paris passer une journée pour travailler. Donc on a quelqu'un qui avait une résidence secondaire, Jean-Jacques, qui s'est impliqué dès le début. C'est lui qui faisait beaucoup les animations avec les enfants. Et il est très pédagogue et ça marchait bien. Il travaillait dans une multinationale américaine, donc il travaillait facilement à distance. Et du coup, ça a permis à deux de lancer tout le processus au début. Les liens avec les collectivités locales. Alors, le premier lien dans l'ordre, c'est le lien avec la commune. Je suis conseiller municipal. Donc, ça a facilité peut-être l'explication à mes collègues conseillers quand on a eu le projet au début. J'étais dans la maison, dans le sérail, donc c'était peut-être plus facile à expliquer. Mais on a un maire qui est assez jeune, qui a une cinquantaine d'années aujourd'hui, qui est agriculteur et qui connaissait rien, mais qui est extrêmement entreprenant. C'est-à-dire quand les gens viennent le voir avec un projet, il dit pas, oh, je sais pas, c'est compliqué. Il dit, bah oui, on va regarder. Et c'est pour ça qu'il installe des artisans, beaucoup d'artisans sur la commune. On est une petite commune, mais on a un taux d'installation d'activité qui est très important, justement parce que ils ont l'intelligence d'être ouverts et voilà, d'être accueillants. Hein, et puis voilà, il est entreprenant, c'est entreprenant. Donc ça a très bien marché avec la collectivité locale. Ensuite, avec le département, on les connaît bien, mais on leur demande rien et ils nous donnent rien. Quand on fait des manifestations, on invite le président du conseil départemental qui de temps en temps vient faire un tour. Voilà, on a des bonnes relations avec la communauté de communes aussi, mais on n'a pas de rapport, on leur a pas demandé de subvention, on leur a rien demandé. Voilà. On, oui, pour résumer, on a des bons rapports, mais voilà, ils nous connaissent, mais on ne fait pas grand-chose ensemble. On a un groupe de travail, effectivement, on a un petit noyau dur de 5-6 personnes dans lequel on réfléchit au projet. Alors au début, on était à deux, effectivement, puis petit à petit, on a agrégé un peu de monde. Il y en a qui sont partis, il y en a qui sont venus.
parce que les gens sont pas aussi forcément motivés que nous deux au démarrage, et bah, ils ont leurs activités, ils ont leur vie. Mais ce qui est sûr, c'est que quand vous commencez à avoir des animations, des activités, c'est un peu comme dans les restaurants, la foule attire la foule. Si vous avez un restaurant qui est vide, ça donne pas envie d'y aller. Si vous voyez qu'il y a plein de gens et que ça, il y a une bonne ambiance, eh ben vous avez envie d'entrer dans le restaurant. Eh ben là, c'est pareil. Quand on est pris par notre activité professionnelle et qu'on ne fait rien, il se passe rien. Donc, c'est d'où la limite du 100% bénévolat. Hein, c'est très bien, et il faut surtout pas le tuer, ça. Parce que si vous supprimez le bénévolat avec l'idée d'être plus rationnel, plus efficace, c'est le gros piège, parce que ce qui fait la richesse de la communauté et qui fait qu'elle tient, c'est que les gens puissent s'y investir. Et c'est pas une relation marchande qui fait le ciment, c'est le bénévolat. Donc, il faut trouver la bonne mesure entre des permanents et des bénévoles. Juste Les membres de la communauté, quels âges oui, il y a des néo-ruraux, il y a des enfants, effectivement, parce qu'on a des ateliers enfants. Ça va de 7 ans à 90 ans, les membres de la communauté. C'est pas 7 à 77, c'est même 90 ans. Un monsieur, un menuisier retraité qui est venu réparer, je sais plus quoi, un fer à repasser dans un repair café. Il a trouvé quelqu'un qui est venu avec sa chaise d'enfant dont je vous parlais, et le repair café d'après, il l'avait réparé. Donc, c'est étonnant, ça nous surprend nous à chaque fois, l'envie des gens de faire des choses ensemble. Et ça, on n'en a peut-être pas confiance. On a un peu l'impression de les déranger, de leur demander des choses. Mais non, quand vous leur demandez des choses, ils sont contents. Ils sont contents de s'investir. Encore faut-il leur demander. juste, Xavier, L'ouverture. on avait raté une question de Laura Amini au départ sur Ah, et puis elle en avait une seconde. Donc si vous souhaitez, Laura, ouvrir votre micro puis peut-être poser je vois vos la deuxième questions. question de Laura sur la com, ça je vais y répondre. Et la première, j'ai pas vu, effectivement. Donc la première, elle demandait bonjour, vous étiez un simple particulier passionné par le numérique quand vous avez créé ce Fab Lab? Oui. Bonjour. Allez-y, Laura. Désolée, j'arrivais pas à activer mon micro. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. On vous entend. Oui. En fait, oui, moi je suis dans une communauté de communes et on aimerait bien mettre ça en place. Le problème, c'est que je ne sais pas comment faire parce que c'est vraiment pour l'ouvrir pour les gens et j'ai personne pour l'instant qui est passionné, qui m'a parlé du projet, voilà. Et du coup, je voulais savoir Mm. si vous étiez simplement un particulier passionné au départ et du coup, si vous avez mis en place une communication particulière pour que les gens connaissent le projet, qu'ils viennent, qu'ils s'y intéressent. Voilà. Euh, oui, j'étais un particulier passionné, comme vous dites, mais j'étais aussi un professionnel passionné, parce que je travaille dans le numérique, et c'est pour ça qu'on a cette coloration numérique. Euh, et j'avais créé une communauté avant d'avoir le tiers-lieu. Il y avait une centaine de personnes. On échangeait, à l'époque, c'était un peu après qu'on soit arrivé, nous, je suis un néo-rural, hein, on est arrivé en famille en 2004. Et en 2005, j'ai lancé une communauté, on commençait à parler sur des forums, sur les outils de l'époque, c'était avant les réseaux sociaux, des chats, des choses comme ça. Et on avait fédéré une communauté d'une une bonne centaine de personnes. Et ça débattait pas mal. Et puis sur comme je vous le disais tout à l'heure, moi j'ai repéré l'arrivée de ce phénomène du coworking, des tiers-lieux ensuite. J'ai organisé avec mon magazine le Tour de France du télétravail à partir de 2012. Et c'est comme ça qu'on a été en lien avec les gens qui étaient un peu innovateurs sur le sujet en France, avec nos amis de Saint-Etienne ou d'autres. Et on participait aux rencontres d'Autran, je ne sais pas si ça vous parle, en Vercors, hein, tous les ans au mois de janvier. Euh, et donc on a développé petit à petit notre réseau, nos connaissances, et on s'est mis à communiquer. Alors on avait déjà une communauté, et puis on a développé d'autres outils, newsletters, maintenant réseaux sociaux, pour faire connaître le projet. Mais c'est sûr que si vous n'avez pas cette communauté initiale, ou si vous n'avez pas ces porteurs de projets
associatif ou particulier, votre lieu va rester vide. Ça, c'est certain. Et c'est beaucoup d'échecs de collectivités publiques qui ont monté des lieux en pensant bien faire et en oubliant juste que ces lieux, ils devaient être habités. Donc la recommandation que je pourrais vous faire, c'est concentrez-vous à trouver un porteur de projet ou des porteurs de projet, une association, un club d'informaticiens, je sais pas, un groupe de théâtre, une association de couture, peu importe, des gens qui habitent le lieu et qui commencent à créer le début de la communauté. Ok, je vous remercie. Les utilisateurs doivent adhérer. Non, pas forcément. Mais c'est en réflexion, ça. On se demande si... Je pense qu'on va faire ça pour des raisons d'assurance, bêtement. C'est-à-dire que pour utiliser les machines du Fab Lab, au moins, il va falloir être adhérent. Sinon, on a une adhésion qui n'est pas obligatoire. On n'embête pas les gens avec ça, parce que vu le montant, c'est 15 € par an. C'est pas ça qui va faire notre budget. Mais c'est symbolique. En revanche, quand on a des événements, on va faire payer les gens pas cher, hein, parce qu'on est en ruralité, les salaires moyens sont pas très élevés, donc les gens sont pas très riches. Donc, mais 5 € pour une animation toute une après-midi pour des gamins, c'est pas hors de prix. Ils iraient à la piscine ou au cinéma, ça serait à peu près les mêmes budgets. Donc ça, on l'a pas encore. J'allais dire, ça a l'air bizarre de dire ça, mais l'argent n'était pas notre problème parce que on fonctionnait en bénévolat. Donc tant qu'on payait Internet, le chauffage et les consommables, tout se passait bien. Maintenant, on est obligé effectivement de se structurer. Et on a une stagiaire là qui est en train depuis le 1er janvier, qui est en train de travailler justement sur ces problèmes-là. Parc naturel régional, le parc naturel régional Normandie-Maine, on les connaît. On a failli monter une animation avec eux qui a pas fonctionné. Je sais pas pourquoi. Je crois qu'ils n'avaient pas très bien communiqué dessus, donc ils avaient personne. Il n'y a pas d'aide. Il faut savoir qu'ils ont des petites équipes, ils ont peu de moyens, hein, qu'ils financent pas ils peuvent pas financer grand chose. Donc voilà, c'est un prescripteur comme un autre pour nous, c'est-à-dire qu'ils nous connaissent, mais voilà, il faut pas trop compter dessus, hein, ils ont pas de ressources tellement disponibles. On avait aussi une question de Laurence Renard sur la gestion des horaires d'ouverture. Je ne sais pas Ouais. si Laurence, vous voulez ouvrir votre micro. Alors les membres payants, hein, adhérents, ont une clé, sauf que ça commence par faire beaucoup de clés en circulation. Donc on va passer avec un système de badge qui permet de savoir aussi qui est là, qui a oublié de fermer le chauffage, etc. Donc c'est l'avantage d'avoir des geeks dans l'association, c'est qu'on va s'équiper un peu plus. Voilà, on a mis en place un système de sécurité puisqu'on commence à avoir un petit peu de matériel. On est en pleine campagne, on est dans un village, mais de surveillance par caméra, de choses comme ça. Ça fait partie de la structuration. Hein, on est plus ambitieux, donc on est obligé de s'organiser un peu plus. Quand on était une petite bande de copains, c'était très facile. Maintenant, on est obligé de s'organiser un peu mieux. Si on devait renommer l'association, les closeries peut-être oublier l'aspect numérique, enfin, pas l'oublier dans l'activité, mais dans le nom. Mais voilà, mais maintenant on est connu comme ça, donc faut pas changer peut-être. La question du bénévolat, est-ce qu'il y a une taille critique de communauté? Moi, je dirais qu'avant d'avoir un permanent ou un demi-permanent, un mi-temps, il faut qu'il y ait des bénévoles. Sinon, vous allez un peu tuer le bénévolat. Les gens vont être plus consommateurs, vont s'appuyer sur les permanents et risquent de pas prendre de responsabilité. Donc, je pense pas qu'il y ait une taille critique, mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut d'abord commencer par une communauté où il y a beaucoup de bénévolat. Quand vous allez avoir des ambitions de prestations, de formation, d'ateliers réguliers, ça va être difficile de ne pas avoir un permanent. Voilà, je sais pas si ça répond, c'est pas très précis pour la réponse parce que j'ai pas de
j'ai pas de taille critique idéale, je peux pas répondre à ça. Mais sur le principe, c'est celui-là, c'est qu'il faut d'abord des bénévoles, d'abord une communauté. Hein. La Fondation Orange, alors c'est pour le stage, le parcours digital, comme ils l'appellent, pour les jeunes décrocheurs. On est labellisé Fab Lab solidaire par la Fondation Orange, donc c'est un programme. La Fondation Orange agit dans plusieurs domaines, dans l'aide aux lutte contre je ne sais plus quelle maladie, je crois que c'est l'autisme, le soutien des groupes de musique classique en particulier, et puis les Fab Labs solidaires. Donc nous, on a été labellisés il y a 4 ans par la Fondation Orange comme Fab Lab solidaire. Fab Lab solidaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord qu'on est un Fab Lab, qu'on correspond à la philosophie des Fab Labs. Hein, si vous ne voyez pas ce que c'est, vous cherchez charte des Fab Labs sur Google. Et donc, on a un certain nombre d'obligations philosophiques et morales, c'est-à-dire on s'engage à être ouvert, etc. tout le temps. Et solidaire parce qu'on est au service de certains publics qui sont ciblés par la Fondation Orange, c'est-à-dire les femmes, essayer de développer la sensibilisation au numérique et à la fabrication numérique pour des publics féminins, et les jeunes sans emploi. Ça, c'est leur cible prioritaire. Et donc, nous, on correspondait à ces critères-là, parce qu'on avait déjà des activités en direction de ces publics. Par exemple, quand on a monté notre formation de codeur, on avait 30% de filles inscrites à la formation. Et dans une école d'informatique, en général, quand on a 5%, on est content. Donc, nous aussi, on essaie de faire passer dans nos activités un certain nombre de publics qui habituellement n'y sont pas. Et donc, on était labellisé Fab Lab solidaire. À partir de là, on peut répondre, tous les ans, il y a des appels à projets, on peut choisir ou pas de répondre et de s'engager dans des projets qui lancent. Et donc, on a été retenu avec nos amis du Dôme à Caen et des Copeaux numériques à Rouen, qui sont 2 gros Fab Labs urbains. On est les petits cousins de province, nous, les ruraux du projet. Et donc, on a reçu un soutien financier au prorata de la taille dans notre projet, ce qui l'année dernière et cette année nous finance l'animation. Il y a un petit peu de consommable et voilà, ça crée de l'activité. On gagne pas d'argent, hein, mais ça prend tous les frais confortablement en charge. Donc c'est à la fois le réseau d'Orange et c'est à la fois du soutien financier. Une question d'Éric Rossi sur la collaboration avec Famille Rurale et puis la collaboration avec les artisans commerçants. Ouais. Alors la Famille Rurale, nous on faisait déjà des choses avec eux de manière informelle. Ils venaient avec des gamins passer des après-midi. Donc ça leur faisait une animation pour eux. Ils venaient, on est à 3 km, donc ils viennent à pied par la campagne. Ils faisaient leurs animations, ils prenaient le goûter sur place et ils repartaient ensuite. Ensuite, on en a fait de plus en plus et l'année dernière, on s'est dit, on va essayer de structurer ça et de voir si on peut pas bâtir un programme ensemble, développer des activités. Alors l'idée, c'est de pas se faire concurrence les uns les autres. C'est-à-dire avant de lancer des animations, voir si les autres le font pas déjà, s'ils font pas mieux et de le faire ensemble. Voilà, donc c'est vraiment de la coopération. Hein, c'est pas, il n'y a pas de rivalité de territoire. On est dans le territoire qui est couvert par cette association locale de famille rurale, donc ça se passe très bien. Après, c'est une question de personnes. Hein, on s'entend très bien avec l'animateur, avec la présidente. Voilà, et puis on demande qu'à développer des choses ensemble. Est-ce qu'on a un logiciel ou une plateforme pour gérer les événements? Oui, on en a une. C'est celle qui a été développée par le Fab Lab de Grenoble, qui s'appelle la Casemat, qui est utilisée par le Dôme à Caen, qui est une usine à gaz et qu'on a installée, qu'on n'utilise pas, tellement il est complexe. Il vous gère les machines, les ateliers, le paiement, tout. Mais il est vraiment très très complexe. Alors nous, on est petits. Pour l'instant, c'est un peu surdimensionné pour ce qu'on fait.
La seule chose qu'on va faire, c'est qu'on va acheter un petit module de paiement par carte bleue qu'on met sur un smartphone. Et ça va vous permettre d'encaisser des paiements pour des petites animations. Voilà. Et quand on aura ça, ça nous simplifie la vie plutôt qu'aller encaisser un chèque de 5 ou 10 euros, d'aller le porter à la banque 2 mois après parce qu'on est pris par nos activités, qu'on n'a jamais eu le temps de le faire. Voilà, c'est des petits détails comme ça, mais le logiciel magique, je pense que, je ne sais pas si on l'utilisera un jour, mais il existe. Modèle économique, est-ce que vous avez des espaces à l'allocation? Oui, sauf que le modèle économique des espaces de coworking, il est très immobilier et il y a une masse critique, une surface critique qui est autour de 1000 mètres carrés en ville, parce que ça correspond au prix de l'immobilier, au prix de l'animation, etc. Et on s'est aperçu que pour qu'un espace de coworking survive, même pas vive, mais survive, il fallait au moins 1000 mètres carrés, 1500, même 1500 mètres carrés. Donc nous, en pleine campagne, entre le Fab Lab et l'espace général, là, on a 100 mètres carrés, hein, un petit peu plus de 100 mètres carrés. Donc ça n'est pas viable. Alors on l'ouvre, on a commencé comme ça, on a des coworkers ou des télétravailleurs qui viennent là 1 journée, 2 journées par semaine. On en a quelques-uns, 3, 4, 5, ça dépend des moments. Mais ça ne fait pas un modèle économique. Ça fixe la communauté, ça paye le café, les biscuits et quelques consommables, mais on ne peut pas faire reposer un modèle économique sur le partage du bureau. En ruralité, hein, attention, en ruralité. Personne charismatique, motivée, c'est vrai. C'est vrai. D'une certaine manière, il faut. Alors, c'est pas forcément une personne, ça peut être un groupe. Mais je disais tout à l'heure dans ma réponse qu'il fallait trouver un porteur de projet quand on était une collectivité locale, qu'on voulait se lancer dans un projet de tiers-lieu. Il faut trouver les gens qui vont habiter le tiers-lieu. Et ça, effectivement, si vous n'avez pas cette personne charismatique, comme vous dites, ou ce groupe charismatique, ça va être très difficile. Parce que c'est pas dans les missions des collectivités locales d'animer comme ça le territoire. On n'est pas forcément équipé pour, on n'a pas forcément les ressources pour, on n'a pas forcément la culture pour. Donc c'est très difficile. Et c'est pour ça qu'il vaut mieux. C'est même pas qu'il vaut mieux, c'est qu'il faut absolument trouver les porteurs de projets. Et l'énergie, vous pouvez la mettre sur la détection. Vous en avez certainement sur les territoires, des gens qui ont envie de faire des trucs, et il faut leur confier le lieu. Et la fin de la question, c'était oui, y a-t-il d'autres personnes autant impliquées que vous en capacité de reprendre le flambeau? Il y en a qui sont impliqués, autant que moi, je ne sais pas. Faudrait leur demander. Voilà, je m'arrête. Qui veut être président à ma place? On verra bien. De toute façon, on a une assemblée générale dans 15 jours. Hein, on le demande à chaque assemblée. Pour l'instant, personne. Une fois, on a permuté. Mais voilà. Moi, si je trouve quelqu'un d'autre, je continuerai à m'investir et je serai ravi. Quelqu'un qui fera autrement, hein, tant mieux. Mais pour l'instant, il y a personne qui s'est manifesté. C'est un peu comme les élections municipales. Hein. Si vous n'avez pas une équipe qui veut remplacer l'équipe en place, eh ben on continue, on change pas. Parce qu'il faut bien qu'il y ait un maire. Ben là, c'est la même chose. Il faut bien que quelqu'un prenne en charge l'association. Est-ce qu'on a des entrepreneurs? Oui, on a des entrepreneurs. Quand je vous quitte, là, on a un déjeuner avec une boîte du coin, une boîte nationale qui vient justement pour cet aspect prototypage et qui est intéressé, qui a une petite cellule innovation. Ils viennent à 3 pour voir ce qu'on peut faire ensemble. Et ça, c'est le manque, c'est un gros manque qu'on a, c'est qu'aujourd'hui, on a une activité qui est très grand public, hein, comme vous l'avez vu, quelles que soient les activités, qui est très tournée vers l'inclusion, et on le regrette pas, mais le pied qui nous manque à notre tabouret, c'est vraiment les professionnels. Alors ponctuellement, on a eu des contacts avec
petite boîte de plasturgie à qui on a réglé des problèmes. Mais on n'a pas pour l'instant, on n'avait pas encore de stratégie pour lancer des formations et des activités avec des entreprises. Donc, on a des petits entrepreneurs qui sont membres souvent des EURL, des auto-entrepreneurs dans le numérique, le web, ça, on en a, des informaticiens. Mais la cible que vous décrivez, intéressée, des industriels ou intéressés par le prototypage, on n'en a pas. On avait une boîte qui fabrique des maquettes d'avions, LR, là, qui est à une trentaine de kilomètres de chez nous, et qui était repris par des Anglais. Et malheureusement, ils ont fermé, ils ont fermé leur établissement là dans le département et ils sont concentrés sur d'autres. Donc voilà. On a eu aussi des gens qui voulaient faire du mécénat d'entreprise il y a 2 ans, et puis ça traîne, et puis ils sont occupés, c'est une petite équipe, ils n'ont jamais le temps, et donc on les a toujours pas vus. Voilà, c'est nos premières incursions dans le monde plus professionnel. D'accord, il nous reste encore quelques minutes. Est-ce qu'il y a encore des questions ou des prises de parole souhaitées parmi les participants? Allez-y, c'est le moment. Comment on a recruté notre animateur? C'était un des stagiaires de la formation de codeurs. Et on s'est rapidement aperçu, c'est quelqu'un il doit avoir un bac, hein, pas plus. Il a une quarantaine d'années. Il s'intéresse à tout. C'est un autodidacte qui s'intéresse vraiment à tout, qui est hyper compétent. Et je l'avais repéré parce qu'il passait son temps à aider les autres dans la formation. Et puis, après la formation, on l'a pas revu pendant 1 an ou 2, et puis on était en contact avec lui. Et quand on a lancé le programme pour la Fondation Orange, il y a 2 ans et demi, je cherchais un animateur et je lui ai demandé. Et il m'a dit, mais je suis pas du tout pédagogue. Et je lui ai dit, oui, mais c'est ça qui m'intéresse. C'est qu'en fait, il sait très bien expliquer, parce que lui, il est autodidacte, donc il sait très bien refaire le parcours et expliquer le parcours qu'il a fait aux autres. Et il ne va pas les embêter avec des méthodes scolaires. Et comme justement on a affaire à un public de décrocheurs qui est un peu allergique à l'école et à l'enseignement traditionnel, il convient parfaitement. En même temps, il est rigoureux, il est carré, et donc ce qu'il faisait dans les animations, là, ça nous a bien plu. Et quand on a cherché un animateur, ben, on a tout de suite pensé à lui demander à lui, et il était d'accord. Comment on a communiqué et réussi à fédérer autour du projet? Ben ça, c'est pas fini, c'est un travail qui est permanent sans cesse. C'est même le principal du boulot. Pour ça, il faut un certain nombre de prérequis. Prérequis, c'est d'avoir un lieu, d'avoir du matériel, bon, ça d'accord, d'avoir une communauté d'origine. Tout ça, on l'a eu. Et puis après, il faut animer cette communauté. Et pour l'animer, ça veut dire faire des événements et puis pousser les gens à s'impliquer. Et ça, au début, on faisait pas très bien parce que ben, on faisait parce qu'on avait envie que ça soit fait, donc on faisait nous-mêmes. Et en faisant soi-même, ce que je disais tout à l'heure, on développe un sentiment de consommateur. C'est-à-dire que les gens viennent, consomment l'atelier, la formation, ils sont très contents, et puis ils repartent. Mais il leur viendra jamais à l'idée de s'impliquer. Donc, après, on a appris à demander aux gens, est-ce que tu voudrais pas faire ci, est-ce que tu voudrais pas prendre en charge? On va lancer un atelier vélo, on a demandé à quelqu'un qui s'intéressait s'il voulait pas le prendre en charge, et ainsi de suite. Donc ça, c'est de la technique d'animation. Et après, pour communiquer, bah, ça va du flyer qu'on met chez le boulanger ou le charcutier, à la newsletter, aux réseaux sociaux. En ruralité, Facebook marche très bien, tout le monde est sur Facebook. Donc ça peut être un bon canal. Le bouche à oreille, les écoles. Quand vous faites des trucs avec les projets, avec les enfants, par exemple, les mamans, elles sont vachement contentes, donc elles vont en parler, ou les papas, parce qu'il y a quelquefois il y a des papas,
vont en parler après à l'école, ça amène du monde. Voilà. Donc les canaux, ils sont partout. La seule limite, c'est votre imagination. Bon, merci. Il est midi. Est-ce qu'il y a encore quelques petites questions? Une dernière. Tant mieux si ça vous donne, si ça peut vous aider, ça vous donne des idées. Euh, Martha, tu mettras mon mail si vous avez des questions qui vous reviennent après. Je Pas de vous y problème. répondrai volontiers par mail. Donc, avant Voilà. de déconnecter, voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du fond. Ça peut être aussi de la forme ou du format des webconférences via le chat. J'ai remis, enfin voilà, j'ai mis les liens tout en haut du chat, là où vous pourrez retrouver l'enregistrement de la webconférence et puis la présentation. Et puis, il me reste plus qu'à dire un grand merci à Xavier pour cette présentation, pour ce retour d'expérience, pour les conseils. Et puis, Merci à merci vous. à vous, tous les participants de, voilà, des 4 coins de France pour votre participation à cette webconférence. Ouais, c'est vrai, l'organisation était parfaite, Martha. Merci. C'est Merci. nickel, l'animation.